commence, vous l'aurez deviné, avec du football. Parce qu'on connaît effectivement notre affrontement pour le Super Bowl qui va se dérouler entre les Seahawks de Seattle et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ça va se donner du côté de San Francisco, de Santa Clara, en fait, si on veut être très précis. Les boys, commençons par ce deuxième match de cette journée, celui entre les Rams et les Seahawks, qui était un caractère offensif, ma foi, comme peu de gens s'en attendaient. On s'attendait peut-être à ce que ce soit un peu moins offensif ou du moins au niveau du score. Mais dans tous les cas, c'était un match serré. C'était un match avec plein de rebondissements. Juste envie de commencer, les boys, une première fois, en fait, pour une deuxième fois encore, là, c'est un pari réussi pour les Seahawks de Seattle avec Sam Darnold et le restant de l'équipe. Je veux saluer aussi Renaud Bourbonnais qu'on a reçu sur le podcast à maintes reprises qui raconte aussi comme quoi, John Schneider, là, absolument toutes les transactions qui ont été faites dans la dernière année pour les Seahawks ont été réussies. C'est pas 2, 3, 4 bons coups qui, oui, tant mieux. Non. L'entièreté de ces coups-là sont des bons coups. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler Rashid Shaheed qui a retourné le botté du début du match la semaine dernière dans la ronde de division était une acquisition de mi-saison. Tout ça pour dire, les gars, on va commencer là-dessus. Pari réussi pour les Seahawks au Super Bowl, c'est probablement le scénario de rêve pour toute équipe qui veut retool, en fait, parce que les Seahawks, c'était pas une équipe qui tankait pour autant. Non, puis écoute, on peut même retracer tout ça d'il y a 2-3 ans, parce que moi, je me souviens sur le podcast, on avait déjà parlé de les Seahawks font quoi? Genre, ils remplacent Russell Wilson avec Geno Smith, on libère Tyler Lockett. Les Seahawks font quoi? C'était ça le discours qu'on avait de cette équipe-là. Mais pour vrai, Mio, là, tu parles depuis tantôt que genre, on a enfin un duel pour le Super Bowl, dans 2 semaines, c'est le fameux Super Bowl dans 2 semaines. Mais je veux juste te demander, mais de quoi tu parles? Le Super Bowl, c'était à soir, là. On se cachera pas, là. Sans rien enlever au vrai match du Super Bowl qui va avoir lieu dans 2 semaines, la vraie finale avant la finale, c'était la finale de la conférence nationale entre les Rams et les Seahawks. Oui, je veux faire du pouce là-dessus d'ailleurs. Léger spoiler, mais êtes-vous de cet avis que le champion de l'américaine, c'est lui qui aura l'honneur de se faire battre au Super Bowl? Je suis là-dedans. Je suis dans ce wagon-là. Tu vois, je vais. Ma réponse va être plate parce que je vais pas vraiment répondre à tes questions. Je vais tourner un peu. Pour moi, aujourd'hui, on avait le duel entre les 2 meilleures équipes de la NFL. Ça, je suis prêt à le dire. Les 2 meilleures équipes de la NFL se sont affrontées aujourd'hui. Les Rams et les Seahawks. On a eu 2 premiers duels incroyables entre ces 2 équipes-là. On en a eu un 3e aujourd'hui qui était incroyable. Mais on sait qu'au football, ça va une game, ça va vite, puis tu sais pas ce qui peut se passer. Peut-être que les Pats vont jouer, mais tu sais, en ce moment, les Seahawks sont les grands favoris. Je pense que c'est pas une surprise. Je pense que cette équipe-là, tu sais, la NFC était beaucoup plus relevée que la AFC cette année. Les Pats, tu sais, oui, ont gagné leurs 3 matchs, mais il y avait des circonstances un peu bizarres sur chacun de ces matchs-là. Puis, tu sais, je reviens à Rams Seahawks vite. Moi, ce que je retiens de ce match-là, c'est que ces 2 équipes-là, avec leur édition actuelle, pourraient s'affronter 500 fois de suite. Puis je pense que les 2 équipes gagneraient chacun 250 matchs. Je me souviens pas, sincèrement, là, d'avoir vu une rivalité où est-ce que les 2 équipes étaient aussi bien matchées. Tu sais que les 2 équipes sont tellement égales. Ils pourraient jouer le match 500 fois, je pense que c'est 250. Puis, écoute, malheureusement, ça ne peut pas finir nul. Ça prenait un gagnant. Puis, tu sais, les Seahawks gagnent. Puis, chapeau aux Seahawks. Je pense que les Rams ont rien à se reprocher. C'est juste qu'il fallait qu'une des 2 équipes gagne. Puis, les Rams ont donné une sacrée opposition aux Seahawks, qui, on le rappelle, il y a 1 semaine, ont ramassé les 49ers, qui sont une bonne équipe. Là. Blessures, ils sont blessés évidemment, mais ils les ont humiliés, ramassés. Et là, les Rams, la semaine passée, je disais les Rams, c'est peut-être la seule équipe qui peut vraiment donner un match aux Seahawks. On l'a bien vu aujourd'hui, ça a tout pris pour que les Seahawks gagnent ce match-là. Petite pensée aussi à Tariq Woolen, qui doit être vraiment, vraiment content que son équipe ait gagné, parce que sinon, on aurait parlé de sa stupide pénalité de 15 verges comme une des raisons majeures de l'élimination de son équipe dans ces séries. Félix me devance un peu parce que je voulais vous poser la question à quel point Tariq Woolen va bien dormir ce soir, justement après. Mais
honnêtement, là, je pensais à ça pendant le match. Oui, OK, on peut s'entendre straight direct, OK? Ce gars-là va être le style de raisin de la semaine. Là. Tu sais, on s'entend là-dessus. Là. Oui. Oui. Mais en même temps, pour moi, cette crampe au cerveau-là, c'est un peu l'équivalent de les Seahawks qui ont repris un botté après que le retourneur des Rams ait tombé par derrière sur lui-même, échappe le ballon. Dans le fond, mon point était les deux jeux s'annulent. Fait que, tu sais, pour moi, peu importe la décision du match, je dirais pas que Balls don't lie parce que c'était pas des jeux frauduleux ou whatever, mais tu avais une bénédiction des dieux de chaque côté. Fait que peut-être que ça n'aurait pas eu une trop grande importance. La seule affaire, par exemple, et ça, ce qui est arrivé, c'est que oui, OK, les Seahawks ont failli gagner dans ce cas-ci, mais ça a réveillé les Rams au quatrième quart. Moi, là, Matthew Stafford qui reprend le ballon avec 25 secondes, là, je pense qu'il y aurait donné 20 secondes de plus. Là. D'après moi, les Rams gagnaient ce match-là. Possiblement quelques temps morts parce qu'on a vu effectivement après le premier lancer. En fait, le jeu au total avant le prochain snap a pris 20 secondes. C'était 20 secondes de cafouiller, l'envoyer, de revenir et de pouvoir spiker le ballon. Pour revenir là-dessus, finalement, oui, sur la pénalité, ben, tu dis en fait, des vraies équipes disciplinées, tu prends juste pas cette pénalité-là, tu profites de ça. Ils se sont juste compliqués la job quand on regarde ça, mais mon Dieu qu'on a eu chaud de ce côté-là. Les boys, du côté des Rams, un autre quand même grand match de Matthew Stafford qui a lancé pour près de 400 verges là, avec 374 verges, 3 passes de toucher. On s'en attendait que Puka Nacua soit son joueur de prédilection, suivi de Davante Adams. Matthew Stafford, qui aussi a mentionné après le match vouloir revenir. On place beaucoup de confiance en cette déclaration que Matthew Stafford sera de retour en 2026. Absolument. Tu regardes ce gars-là, il n'y a aucun signe qui montre que c'est un carrière fini. Là. Non, vraiment, aucun. Même en éliminatoire, là, puis un carrière dans la NFL d'aujourd'hui qui lance pour 400 verges, presque 400 verges dans un match de championnat de conférence. En 2026, dans la NFL, ça gagne ce match-là combien de fois sur 10? 8? 9? Tu sais, si on fait juste regarder la ligne statistique, tu dis, OK, 375-400 verges pour un carrière sans interception en plus. Tu dis, OK, les chances que mon équipe ait gagné sont assez bonnes. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais... Sam Darnold était bon aussi. C'est ça. Sam Darnold était bon de son côté aussi. Les deux, sérieusement, les deux ont été exceptionnels aujourd'hui. Puis c'est vraiment parce que ça prenait un gagnant. Là. Mais pour vrai, là, les deux carrières ont joué du sacré gros football et les deux receveurs numéro 1 de chaque équipe ont joué. Jackson Smith-Njigba a eu une première début. Je ne sais pas si vous avez vu, moi, le jeu qui m'a le plus impressionné, puis Pop, je te donne la parole après, là. Le jeu qui m'a le plus impressionné de Jackson Smith-Njigba, c'est même pas un catch qu'il a fait. En fait, c'est un catch, mais le catch, je n'ai même pas compté. Il a attrapé une passe de Sam Darnold qui devrait 12 pieds trop loin. Okay? La passe n'avait aucune chance de se transformer en toucher. JSN a sauté à peu près 10 pieds de haut pour attraper le ballon. Il a réussi à l'attraper quand même. Évidemment, il n'y avait aucune chance de remettre les pieds à l'intérieur de la zone de toucher. Mais c'est vraiment incroyable. Il avait quasiment l'air de dunker le poste de placement. Là. Exact. Puis tu parlais tantôt comme quoi il avait laissé partir Tyler Lockett, même DK Metcalf aussi. L'année passée, on avait laissé ces deux gars-là partir, qui étaient deux piliers quand même à Seattle. On a laissé ces deux gars-là partir. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est parce qu'on croyait en JSN. Et mon Dieu que cette année, il a donné raison aux Seahawks à ce niveau-là. Rashid Shaheed aussi. Moi, chaque fois que je vois Rashid Shaheed faire un jeu, je pense aux Bills qui n'ont pas voulu aller chercher un gars comme ça. Rashid Shaheed a tellement tout changé pour Josh Allen. On voit son impact avec les Seahawks, c'est incroyable. Cooper Kupp qui a été, sans avoir la grosse ligne de stats, qui a été tellement efficace. Puis c'est ça qui est fou des Seahawks, c'est qu'on a tellement d'armes. On parle beaucoup des armes des Rams, puis avec raison, là, Puka, que ce soit Davante, que ce soit Kyren Williams, Blake Corum, et ainsi de suite. Là. Mais les Seahawks, c'est peut-être des noms un peu moins populaires, non moins connus, mais on n'a pas grand-chose envie à qui que ce soit en termes d'armes, surtout depuis que Rashid Shaheed était là. Puis c'est ce qui m'épate en plus que dans ce que tu dis, Félix, c'est que tu n'as nommé aucun joueur défensif dans les dernières phrases que tu viens de prononcer. Exact. Et on sait que la défensive des Seahawks, c'est la plus grande force. Ben oui.
cette nouvelle défensive, cette Legion of Boom 2, là, qui ont eu leur nouveau surnom, là, d'ailleurs, là, qui est passé. Je ne sais plus comment il y a eu ça, mais c'était sur la couverture de Fox, les fameuses entrevues qu'ils donnent en avant-match. Là, je pense qu'ils avaient lancé quelque chose, mais je ne suis pas plus porté attention que ça. Puis pourtant, les gars, pour finir sur ce point-là, comme quoi, ben, pourtant, quand on se parlait là, pendant la saison que les Seahawks allaient chercher quelque chose, là, je pense qu'à l'unanimité, on n'était pas tant convaincus des armes qui étaient en place. Finalement, on a réussi à trouver un système où on a finalisé, peaufiné le système pour pouvoir soutirer le maximum de chacun d'entre eux. Mais finalement, là, on y est, puis voilà, ça fonctionne bien de ce côté-là. Donc, les Seahawks, ils retournent pour la première fois depuis 2014, la saison 2014, précision, mais qui était en l'année civile 2015, contre finalement les Patriots qui, eux, bon, aussi a été un match difficile, mais on a comme match difficile pour les Seahawks dans le sens que les deux équipes se sont très bien battues. Là, Patriots, Broncos, les deux équipes se sont mal battues. Puis, comme Félix a dit, il fallait aussi un gagnant. C'est ça le problème, c'est qu'il fallait un gagnant. Mais je peux vous dire, le gagnant, vous savez quoi? Ça a été la météo. Ah, puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est parti en couille à une vitesse incroyable. Là. Grand V. Je pense qu'il restait 7 minutes à faire au troisième quart, puis on commençait à avoir des petits brins de neige tomber. Mm-hmm. C'est tellement parti en couille et ça fait juste lancer un message aux propriétaires de la NFL. Les dons, là, c'est non. Exact. C'est non, les dons méchants, Moi, j'en veux tellement. J'en veux pas. Ben écoute, je comprends votre point, mais puis en saison régulière, je suis d'accord avec vous, j'adore des matchs de neige, je trouve ça cool, là, mais honnêtement, il y a quand même une partie de moi qui trouvait ridicule, okay? Qu'on est dans une demi-finale, un championnat de conférence, là. Puis que les deux équipes étaient littéralement incapables d'aller chercher, les deux équipes étaient incapables d'aller chercher pas juste des points, là. Un premier jeu. C'était impossible. À un moment donné, en fin de match, Jared Stidham m'a lancé une interception à Christian Gonzalez, OK? Mon premier réflexe, c'était de me dire, sincèrement, c'est peut-être sa meilleure chance d'avancer sur le terrain, lancer des interceptions et d'essayer de provoquer des revirements. C'est fou, là. On était vraiment rendu à ce stade-là, puis, tu sais, oui, je comprends, les conditions sont pareilles pour les deux équipes et tout, puis, mais, tu sais, en même temps, tu vois ça, tu comprends pourquoi il y a des équipes qui veulent des dômes aussi. Non, c'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule. Ouais, mais Félix, ils veulent des dons pour les Super Bowls. C'est la raison. Oui, mais salutations à Ramondre Stevenson et Drake May qui sont le même jeu. Les deux ont trébuché d'ailleurs à cause de la neige. Ça, au même endroit. C'était hilarant, mais bref. Donc, ce match qui s'est terminé effectivement 10-7 dans une drôle de météo, un drôle de match où les deux touchés ont été marqués au premier quart et après, rien d'autre. Les gars, Jared Stidham, on ne s'attendait pas non plus de la grande magie. Deux attaques quand même vraiment assez silencieuses. Drake May a lancé pour 86 verges dans ce match-là. Puis ce que je retiens par-dessus tout, en fait, c'est d'une part les unités spéciales, dans le sens que Broncos, il y a facilement 2 bottées. On se jase là, après quelques heures suivant le match. Il y a 2 bottées que les Broncos aimeraient certainement avoir. Les Patriots aussi. Mais si Pop parlait tantôt du œil pour œil, dent pour dent, ça aurait donné un match égal. Mais certainement 2 bottées que les deux équipes voudraient avoir. En fait, moi, je vais même te ramener encore plus tôt. Je vais même te ramener plus tôt dans le match. Pouvez-vous me donner la ressemblance entre Matt Lafleur, Sean Payton et Ben Johnson? Prennent pas les points. Allez prendre les fucking points! Esti! Mais, écoute, ouais, puis au final, je suis d'accord que c'est ça qui a fait la différence. Écoute, on va lancer un ballon depuis 2 ans. Donne-y 2 possessions. Aidez-le!
Dans les circonstances, je suis d'accord avec toi. Mais, tu sais, puis c'est drôle parce que je regardais ce match-là, puis en tant que fan des Titans qui a vu Mike Vrabel coacher pendant très très longtemps, ça m'a beaucoup fait rire de voir le cas classique de Mike Vrabel, un cas de Mike Vrabel 101, que quand il voit l'autre entraîneur devenir extrêmement agressif, lui, en réponse à ça, il devient extrêmement conservateur dans sa gestion des quatrièmes essais. Puis quand Sean Payton a décidé d'y aller à quatrième essai, je suis d'accord avec. À ce moment-là, écoute, je suis généralement un apôtre de à quatrième et un, vas-y. Dans les circonstances, tu n'as pas ton carrière numéro un. Oui, ça va bien. Oui, tu bouges bien le ballon. Puis derrière, Jared Stidham qui a une bonne première demi. Là, on parle du fait qu'il n'a pas lancé depuis un bout. Puis tout. Puis en première demi, l'attaque des Broncos avec Jared Stidham était beaucoup plus compétente que l'attaque des Pats avec Drake May. Qu'on soit bien clair. Mais dans les circonstances, moi aussi, j'ai arrêté probablement pour le placement dans ces circonstances-là. Et Mike Vrabel a été confronté à la même décision pas très longtemps après. C'est arrivé comme quelques minutes après, a été confronté à la même décision. Et lui, dans ce qui était, selon moi, le call de Mike Vrabel le plus prévisible du monde entier, a décidé d'y aller pour le placement. Et au final, tu regardes ça, c'est ça qui a fait la différence parce que, oui, les deux équipes ont eu d'autres opportunités de faire des placements. On les a toutes manquées. Tu ne peux pas blâmer les batteurs. Les circonstances, les conditions étaient épouvantables. Willard a passé proche d'en réussir un d'une quarantaine de verges de quand le batteur de dégagement des pattes a complètement raté son botté. Mais, tu sais, tu vois que c'est là, au final, le Mike Vrabel qui est devenu hyper conservateur. C'est ce qui a donné la victoire aux Pats. Puis, de l'autre côté, Sean Payton, écoute, j'essaie de rationaliser sa décision, me faire l'avocat du diable, a dû se dire, j'ai joué comme ça toute l'année, j'ai vanté Jared Stidham comme quoi il était capable de faire ce que Bonix fait pour nous, puis si je prends les 3 points là, j'ai l'air de gars qui fait pas confiance à son carrière, puis ça fait depuis le début de la semaine que j'arrête pas de dire que j'ai confiance en lui, puis jusqu'à maintenant, il me répond bien. Fait que j'imagine que ça a été quelque chose comme ça, son processus de réflexion. Mais effectivement, c'est un facteur qui a fait la différence dans le match en bout de ligne. Ouais, ça aurait été. C'est ça, au final, c'est pas plus compliqué que ça. C'est ce swing de 2 placements-là qui a tout changé le reste du match. C'est ça, moi, ce qui me frustre vraiment dans cette rencontre-là. C'est que moi, dans ma tête, je pensais que le match était à 3h30 cet après-midi. fait que quand je me suis rendu compte que la game était à 3h, Jared Stidham avait déjà lancé sa passe de toucher. Fait que j'ai vu les Broncos faire aucun point pendant genre 3h30 durant toute l'après-midi. Ah, c'est ça. Oui, tu sais, on peut blâmer ça, mais Jared Stidham qui donne 7 points complètement gratuits à Drake May parce que c'est ça, il y a eu 2 touchés dans toute la rencontre, 2 sur des passes de Jared Stidham, et pourtant, ça fait 7-7. Ouais, c'est. Ben, en fait, le toucher à la base n'a pas compté parce que pour ceux qui ont pas suivi ça, je sais que ça a fait jouer sur le coup. Pourquoi vous n'avez pas un toucher défensif, là? La raison, en fait, c'est assez simple, c'est parce que les Broncos ne sont pas les Seahawks, donc quand il y a un sifflet, le jeu arrête, on ne peut plus avancer le ballon. Les Seahawks, c'est une référence au jeu le converti de 2 points contre les Rams plutôt cette saison. Bref, ce qui est arrivé, c'est que vu qu'il y avait un sifflet, on n'a pas pu marquer le toucher parce qu'il y avait un sifflet, le jeu était mort à ce moment-là. Au final, les Pats ont marqué un toucher, genre, je pense que c'était 2 ou 3 jeux après, là, fait que ça n'a pas changé grand-chose. Mais c'est pour ça, pour ceux qui se posent la question, c'est vraiment le fait qu'il y ait eu un sifflet. Parce qu'à la base, l'appel était passe incomplète, puis c'est après ça à la reprise. On avait été en fait, non, ça a été latéral. C'est ça, en fait, ça a passé de passe incomplète à intentional grounding penalty à échapper pour un toucher que finalement, il n'y aura pas eu finalement. Ouais. C'est ça. Fait que c'est ça qui c'est la différence. Ça a été une autre séquence qui a fait la différence dans ce match, effectivement. Puis, écoute, moi, je voyais ça. Puis, l'autre chose que je me disais, sérieusement, j'ai tellement de la peine pour les fans des Broncos. Puis pour les Broncos en général, parce que, tu sais, la défense a tellement été bonne aujourd'hui. La défense des Broncos, tu peux tellement rien leur reprocher. Mais, tu sais, cette équipe-là qui gagne 14 matchs pendant la saison, des fois de manière un peu bizarre, mais qui est clutch quand ça compte, qui va chercher les gros jeux quand ça compte, se ramasse à jouer le championnat de la NFC chez eux, devant leurs partisans. Et ton carrière partant, qui en était sa 2e année, qui t'a mené jusque-là, qui a gagné quand même. Il faut lui donner, Bonix a quand même gagné 25 matchs en 2 ans. Là, c'est énorme. Là. Et pas là.
Sérieusement, c'est vraiment, vraiment dommage pour eux. Puis là, il va toujours avoir la grande question de est-ce que Bo Nix aurait fait la différence dans ce match-là. Peut-être pas. C'est que Bo Nix est un gars qui est plus mobile. Ça aurait pu aider dans la neige, mais c'est sûr que c'est tellement dommage pour Denver, pour les partisans, puis pour la défense aussi qui a tellement fait du bon travail. Mais certainement, avec les conditions météorologiques, je pense que tu flippes une scène. Puis rendu là, t'aurais ton champion. Les boys, c'est même pas proche d'être la pire nouvelle qu'on a eue cette semaine. Ah ouais? Comment introduire ça? OK. On va vous parler aujourd'hui d'une organisation de football qui a trouvé son prochain entraîneur-chef, mais cette organisation-là, historiquement, a eu 3 entraîneurs-chefs depuis 1969. Ces 3 entraîneurs-chefs qui étaient qui étaient dans la trentaine, peut-être un peu plus vieux, mais de manière générale dans la trentaine avancée, des coordonnateurs, une équipe qui était célébrée pour prendre des décisions champ gauche et de garder un entraîneur-chef longtemps jeune que personne ne connaît, donc qui était très créative dans ses choix. Et on dirait qu'on a décidé que c'était fini cette ère-là, avec un deuxième étage qui s'accroche encore même pas aux valeurs du passé, mais à des valeurs qui sont passées. Il y a comme une nuance un petit peu entre les deux, dans le sens que on a appris plus tôt cette semaine que les Steelers de Pittsburgh, après la démission de Mike Tomlin, ont décidé finalement d'y aller avec Mike McCarthy en tant que prochain entraîneur-chef de la formation. Puis il manque des mots pour ça. Parce que dans un monde où on est ici sur le podcast, on est comme « Haha, c'est drôle ». C'est incroyablement triste ce qui se passe avec cette organisation-là et comment le deuxième étage est en déni. Pour emprunter l'expression en anglais, « denial », c'est une rivière en Égypte. C'est pas ce que devraient faire les Steelers de Pittsburgh qui sont pas capables de comprendre que la prochaine étape, c'est la reconstruction et non pas de s'agripper à ce qui reste de potentiellement Aaron Rodgers qui pourrait revenir vu que son chum Mike McCarthy est là. Parce qu'on a un entraîneur-chef qui n'a pas coaché cette année, qui a 62 ans et qui a rien fait depuis une victoire au Super Bowl il y a 15 ans. J'ai peu de mots pour exprimer mon dégoût et j'ai peu de mots pour expliquer pourquoi est-ce qu'on a décidé de vouloir encore une fois maximiser ce groupe et d'aller chercher un Super Bowl. Dans le fond, ce que tu es en train de me dire, Mio, c'est qu'on a remplacé un gars qui s'appelle Mike qui n'a pas gagné depuis 2011 par un autre gars qui s'appelle Mike qui n'a pas gagné depuis 2011? Pop, je vais aller plus loin. Tu sais, le fameux meme du monsieur qui reçoit la chemise à Noël, la même qu'il porte durant la photo. Oui. Sauf que la chemise que tu reçois, qui est la même, toutefois, elle vient d'une friperie. Ouch. En tout cas, je fais juste vous dire, regardez le dernier jeu que Mike McCarthy a fait pendant qu'il était coach avec les Cowboys de Dallas et vous avez toutes vos réponses. J'ai même pas envie d'aller voir. Est-ce que tu te souviens, c'était Cowboys contre 49ers en série? Je pense que c'était le dernier jeu du match. Puis on avait comme envoyé comme... C'était-tu Ezekiel Elliott quasiment comme quarterback en formation Wildcat qui avait comme juste comme centre. Ouais, c'est ça, hein? Puis il y avait juste 3 gars avant lui pour le protéger, puis t'as juste tous les fucking 49ers qui avaient foncé dessus pour le sac score le plus facile de l'histoire de l'humanité. Ça, là, c'est le dernier jeu de Mike McCarthy qui a fait comme entraîneur-chef. C'est pas le dernier, il a fait quelques années après ça quand même. Il compte encore en 2024. Puis Ezekiel Elliott plus dans les... Non, je pense que c'est sa deuxième année à Dallas qui fait ça. Si je me trompe pas. Oh, peut-être. Là, j'ai... Ouais, mais il a coaché... évidemment, c'est souvenirs qu'on en garde. C'est souvenirs qu'on en garde. C'est ça, oui, c'est définitivement souvenir. Ouais. Donc, Mike McCarthy qui deviendra prochain entraîneur-chef des Steelers. Félix, toi, de ton côté, comment vois-tu cette transaction du côté cette transaction,
cette nouvelle embauche chez les Steelers? Écoute, Mike McCarthy était un de mes candidats favoris pour le poste d'entraîneur-chef des Titans. Pour une raison bien simple. Okay? Mike McCarthy n'est pas un coach parfait, c'est un coach qui t'amène un plafond relativement limité. Par contre, pour une équipe qui, disons, se cherche un peu une identité. Je pense aux Titans en ce moment, je pense, disons, aux Raiders, aux Giants, aux Jets, quoi que ce soit. Ces équipes-là, les équipes qui sont comme tout le temps dans le câble, les Browns, si j'ajouterais là-dedans, ça reste un gars qui, veut pas, t'amène quand même une certaine culture puis un certain plancher. Tu sais, je regarde à côté de moi, Mike McCarthy a quelques saisons difficiles, là, dont sa dernière à Green Bay qui avait fait 4-7-1, qui avait été congédié pendant la saison. Mais tu sais, sinon, une saison de 6 et 10, sinon 7 et 9, 7 et 10, puis le reste, c'est tout le temps 500 et plus. Tu sais, de manière générale, Mike McCarthy est un gars qui va t'amener un certain plancher. Le problème avec les Steelers, c'est que les Steelers ont déjà ce plancher-là. On a littéralement ce plancher-là depuis 257 ans à peu près. Puis, si tu congédies Mike Tomlin, OK? Ça fait quelques années que je dis que Mike Tomlin a fait son temps avec les Steelers. Et c'est rien contre lui, là. C'est juste, à un moment donné, un entraîneur, ça fait son temps. Ça fait quand même, ça fait 17 ans qu'il était là jusqu'au Mike Tomlin. Tu sais, à un certain moment, un entraîneur fait son temps. Si tu veux congédier Tomlin, c'est parce que tu veux augmenter le plafond de ton équipe. Parce que le plancher, il te l'amène. Il n'y a pas un entraîneur qui va t'amener un meilleur plancher que Mike Tomlin. Si tu congédies Tomlin, c'est parce que tu veux un entraîneur qui va monter ton plafond. Et là, en Mike McCarthy, tu prends un gars qui n'a pas un immense plafond, mais qui a un plancher. Rendu là, fait que si je comprends bien, là, ils ont pris Mike Tomlin, ils l'ont mis au vidange pour prendre un autre Mike Tomlin, un peu plus vieux, mais puis lui sur l'offensive au lieu de la défensive. Tu sais, si t'es pour le congédier, Brian Flores, selon moi, était le candidat parfait pour cette job-là. C'est ce gars-là, tu le regardes, il a l'identité des Steelers en lui. Chris Shula, le coordonnateur défensif des Rams, était aussi, selon moi, un super bon candidat pour ce poste-là. Puis même si tu l'allais dans l'offensive, on a parlé beaucoup à Nate Schillas avec les Rams, qui est pas le coordonnateur offensif, mais qui est dans le coordonnateur du jeu aérien chez les Rams, qui est un autre qui a vraiment beaucoup passé en entrevue du côté des Steelers. Il y avait des noms intéressants. Puis Mike McCarthy, pour bien des équipes qui se cherchent une culture, qui se cherchent un plancher, c'est un candidat extrêmement intéressant. Mais pour les Steelers, et j'aurais eu le même discours pour les Ravens et pour les Bills d'ailleurs, c'est une embauche qui... Tu regardes d'abord pourquoi on l'a congédié. Je veux dire, est-ce qu'il va vraiment tant élever notre plafond que ça? Probablement pas, mais visiblement, les Steelers sont plus préoccupés à l'idée de garder cette séquence de 9 et 8 ou de 10 et 7, de se rendre en série puis d'espérer que quelque chose va se passer. Puis finalement, on n'en gagne pas dans 10 ans. Mais écoute, ça ouvre la porte à revoir Aaron Rodgers l'an prochain pour le meilleur ou pour le pire. Peut-être que ça va améliorer l'offensive. Puis souhaitons qu'il amène un bon coordonnateur défensif avec lui parce que ça va être un enjeu avec les Steelers, une défense qui est vieillissante avec TJ Watt, Cameron Hayward notamment, qui ne sont plus des petites jeunesses. Jalen Ramsey aussi, qui n'est plus une petite jeunesse dans ce cas-là. Mais là, dans tout ça, tu es en train de me dire que fuck, j'ai perdu ce que je voulais dire. Carry on. J'ai perdu ce que je voulais dire. Désolé. Donc, non, tout ça pour dire qu'effectivement, tout ça pour dire que j'étais très en amour avec l'idée de Brian Flores, qui a déjà, travaillé une saison à Pittsburgh, mais j'étais tellement en amour avec l'idée de Brian Flores. Puis Félix qui dit encore une fois que ce gars-là a l'identité des Steelers. J'ai même pas eu à y dire pour qu'il sorte lui-même. Et pourtant, il faut passer à autre chose. Mais bon, de manière plus positive, les boys, avez-vous regardé le championnat national lundi dernier? Moi, je travaillais pendant la soirée, fait que non, je l'ai pas vraiment suivi. Moi, ce que je vais te dire, c'est que puis je vais faire juste une petite parenthèse là-dessus, vite, là. Moi, je pense que j'ai plus suivi le crash-out opérationnel des Bills de Buffalo cette semaine avec Terry Pegula que plus le championnat national. On parlait d'une équipe qui a un solide plancher, Félix. Je suis putain sûr que le plancher il est fait solide. Là. Non, là, il est comme fait ouais. Il y a eu une infiltration d'eau. Keon Coleman a dû passer une semaine de... Keon Coleman a dû passer une semaine de marde. D'entendre ton boss dire « On voulait pas te prendre. » C'est juste le coach qui voulait. On voulait pas te prendre. Nous autres. Mais bon. Pop là-dessus. Toi, Félix, t'as regardé ça aussi?
Oui, j'ai manqué certaines séquences, mais j'ai vu la séquence de Fernando Mendoza. J'espère que tu as vu le toucher. Monsieur s'est transformé en. Pour ceux qui n'ont pas vu, Monsieur s'est transformé en Superman. Le gars est projeté premier choix au total du prochain repêchage. Ne peut littéralement que baisser, presque assuré d'être premier choix. Et décide 4-10. Son équipe, pas en plein contrôle, mais quand même avec l'avance. 4-10 décide de prendre ses jambes à son cou, littéralement, et d'aller marquer un toucher en se jetant à la position horizontale dans les airs, se fait rentrer dedans en sandwich d'un bord et de l'autre, se fait tordre comme une guinée et tombe quand même dans la zone de début pour marquer un toucher. Et aussi, séquence quand même vraiment cute qu'il trouvait. Pour ceux qui ne le savent pas, Fernando Mendoza, sa mère, depuis quelques années, se bat avec la maladie. Je crois que c'est la sclérose en plaques. Du moins, c'est une condition qui fait en sorte qu'elle est dans une chaise roulante. Elle assiste à tous ses matchs quand même. Et le père de Fernando Mendoza était là pour le championnat national aussi. Et le père de Fernando Mendoza, pour supporter sa femme, ne se lève jamais pendant les matchs. Il reste assis avec elle. Et quand Fernando Mendoza a marqué le toucher, c'était absolument adorable de le voir, rester assis à côté de sa femme, puis de célébrer avec elle, mais quand même un bras des airs à célébrer, puis tu le sentais que c'était vraiment un moment super cute pour la famille, puis Mendoza, Fernando l'a dit que sa mère, c'est une grande source d'inspiration pour lui, puis ça paraît que c'est un bon kid, puis c'est les Raiders qui ont le premier choix. À moins d'une immense surprise, ils vont le sélectionner. Je lui souhaite tout le meilleur dans cette carrière. C'est peut-être le seul qui a l'attitude pour pas tomber dans les distractions de Vegas. Fait que c'est vraiment cool que ce soit ce gars-là qui se ramasse du côté des Raiders. Mio, est-ce que tes compatriotes latinos vont tous devenir des bandwagoners des Raiders de Las Vegas? Non. Mais Mendoza qui, bon, en plus de ça, Mark Davis était au match. Wink, wink. Mais... Tom Brady aussi. Oui. Mais même si sa carrière professionnelle n'est même pas commencée, Fernando Mendoza rentre déjà dans une catégorie d'athlètes on peut dire les hommes parfaits, qui ont comme aucun défaut dans la manière qu'ils se comportent, ça. Je me suis amusé un petit peu. Je suis comme, s'il y avait une petite liste de ces athlètes-là, on passe, mettons, au Niklas Edstrom de ce monde, Toujours bien habillé, parfait. Roger Federer. Pour moi, ça reste encore le meilleur Roger Federer. Je ne sais plus qui j'avais en tête. C'est Bill Russell, des athlètes parfaits, polis, le visage de ta franchise, puis t'es comme, ouais, ce gars-là, man, sa carrière professionnelle n'est même pas commencée, puis le monde en entier est derrière Fernando Mendoza, puis on veut juste... Sérieusement, son cas, malheureusement, j'ai envie de dire, mais son cas ressemble beaucoup à Matthew Schaefer, je trouve. Puis, tu sais, que c'est pas exactement le même genre d'espoir, dans le sens où Schaefer était arrivé beaucoup plus jeune aussi. Là. La maturité de Schaefer à 18 ans est assez impressionnante, mais tu sais, les deux ont vécu beaucoup d'adversité dans les dernières années. Puis, tu sais, c'est deux gars que tu vois que c'est des bons kids, puis c'est extrêmement facile de prendre pour eux. Tu sais, à Montréal, il y a Ivan Demidov qui est au cœur de la course au Trophée Calder, puis la moitié, au moins le 3/4 du monde se dit, honnêtement, Schaefer, c'est tellement... Le kid est vraiment cool, puis c'est solide ce qu'il fait. Le monde n'est même pas fâché que Schaefer soit favori dans cette course-là. Je pense que ça en dit quand même long, considérant à quel point la course était féroce et passionnée l'an passé pour Lane Hudson.